Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Merci à Pascaline, merci à vous, évêque de Basse-Normandie, de cette invitation. Il m'a été demandé de pratiquer pour vous et devant vous un exercice que j'espère pas trop compliqué, qui consiste à planter le décor. Autrement dit, dans quel contexte la question se pose, ou dans quel contexte complexe la question se pose. En 2013, alors, est-ce que c'est possible d'avoir... Oui, oui. S'il te plaît, Marie-Claude. Ça va venir. J'imagine. En 2013, un colloque s'est tenu à Paris. Voilà. Ce colloque était à l'initiative de l'association professionnelle des intervenants dans le cadre de l'enseignement public, des intervenants de santé et de santé publique. Le sujet qu'ils avaient retenu était sexe, jeunes et vidéo. Pour entamer ce colloque universitaire, ils ont fait choix de passer un petit film qui avait été réalisé par des jeunes étudiants de l'université publique de Bordeaux et qui avaient enquêté auprès des leurs pour savoir comment avait été pour eux vécue l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans le cadre familial, dans le cadre scolaire ou dans le cadre associatif, et ce qu'ils pouvaient en dire. Ces jeunes avaient une vingtaine d'années, certains étaient sans doute croyants, en tout cas je peux l'espérer, mais personne n'en a fait état. Il y avait des jeunes garçons, des jeunes filles et des couples, et ils étaient interrogés par leur père. Voilà, comment avez-vous vécu cette éducation à l'âge adolescent, affective, relationnelle et sexuelle, et que pouvez-vous en dire aujourd'hui? Sans aucune exception, tous les jeunes interrogés concluait de la même manière: il nous a manqué quelque chose, il nous a manqué qu'on nous parle d'amour. Je ne sais pas si c'est exactement cette petite vidéo que Pascaline par ailleurs avait vue qui a ou pas influencé la démarche que vous avez entreprise pour aujourd'hui, mais il est très clair que quelles que soient les approches variées et multiples, quelles que soient les compétences qui sont mises en œuvre, ce à quoi ils aspirent, c'est qu'on leur parle d'amour. Et ma première question, que vous porterez dans l'ensemble de la journée, c'est dans l'ensemble de nos propositions à nous, est-ce que parler d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, c'est parler d'amour aux jeunes? Est-ce que éduquer dans ce domaine-là, c'est témoigner de l'amour? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais comment, concrètement, sommes-nous capables de mettre cela en œuvre? Un autre point qui peut être éclairant pour donc planter le décor, comme je vous l'ai dit, c'est faire un petit détour chez nos amis belges et québécois francophones, puisque eux aussi portent bien sûr cette question et ce souci éducatif, ce souci pastoral. Ils appellent aussi cela l'éducation dans le domaine affectif, relationnel et sexuel, mais ils ont intégré un terme qui change pour moi tout. Ils appellent cela l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Entendant par là qu'il s'agit ni plus ni moins d'éduquer à la vie, selon trois facettes spécifiques. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ces trois volants-là, mais ces trois-là existent. Et donc il s'agit d'accompagner la croissance humaine et spirituelle des jeunes, de l'accompagner, hein, pas de la faire grandir comme on mettrait de l'eau dans un pot de fleurs en espérant que la tige monte toute seule. Avec ou sans nous, les jeunes grandiront. Alors, puisque nous sommes à leur côté, accompagnons cette démarche-là pour qu'elle se passe selon le projet et l'ambition à laquelle ils aspirent et que nous avons pour eux. Voilà donc quelques points à retenir, notamment cette éducation à la vie, parce que ça change tout. Et maintenant, voilà, ce que je vous propose de prendre en compte, c'est cette complexité du contexte. Ce contexte, il est important pour les jeunes, j'appelle ça aussi la météo, c'est-à-dire le temps qu'il fait,
on peut le déplorer, on peut s'en réjouir, mais on n'en est pas pleinement responsable. On peut après s'engager dans le domaine de l'écologie pour éviter qu'il ne se dégrade. Mais voilà, c'est le climat, c'est la météo. Notre responsabilité consiste à savoir si on s'équipe ou pas. Il pleut, est-ce qu'on s'équipe pour sortir ou est-ce qu'on reste à l'intérieur? Il pleut, est-ce qu'on équipe nos enfants pour sortir ou est-ce qu'on les garde à l'intérieur pour éviter qu'ils ne se mouillent, craignant sans doute qu'ils se dissolvent dans l'eau? Donc voilà les quelques éléments de météo que je vous propose. Il y en a d'autres, bien sûr, mais j'ai choisi de faire la lumière sur certains de ces éléments et je vous propose, si c'est possible, que vous gardez cela en tête lorsque vous entendrez et vous bénéficierez des apports des conférenciers de ce matin et de cet après-midi. Premier contexte, qui est celui dans lequel nous baignons tous, mais dans lequel les jeunes s'y baignent, c'est un contexte d'une société hyper sexualisée. Je dirais même que si on ne parle pas de sexe, c'est qu'on a loupé une marche de l'évolution de la société. Si on ne parle pas de sexe, c'est qu'on est complexé, c'est qu'on est rétrograde. Le sexe a envahi absolument l'environnement ordinaire dans lequel l'ensemble de la vie se déroule, et notamment il s'affiche. Il s'affiche et il s'affiche en images et aussi en images qui bougent. Les images qui bougent, ce sont des vidéos, et la différence entre une image fixe, et vous avez pu le voir tout à l'heure, et une image avec du mouvement, c'est que l'image avec le mouvement, ça renvoie à une dynamique vivante. Une image fixe, ça ne permet pas forcément une projection dans le réel. Donc ils sont confrontés, impactés, percutés par une très grande quantité d'images, de vidéos qui sont violentes et dans leur contenu et dans leur densité et dans leur capacité à saturer leurs yeux, leur conscient et leur inconscient. Et ceci leur fait appréhender la réalité de manière déformée, puisque la question qu'ils vont se poser, c'est: suis-je moi-même un acteur potentiel de ces images? Et si je ne le suis pas, c'est que je ne suis pas normal. La question de la norme et de la normalité va se poser évidemment tout au long de la journée, et c'est normal, parce que la question d'un adolescent qui est en construction, c'est: qui suis-je? Et qu'est-ce que je vais devenir? Et pour répondre à ce qui suis-je, il va mobiliser tout un tas d'éléments de manière consciente et délibérée ou de manière inconsciente. Ces images en font partie. La violence en fait partie. Et donc quand je parle de violence, je parle de la violence en termes de contenu, mais aussi en termes de rythme, en termes du fait qu'elles sont imposées au regard et qu'ils n'ont pas le choix de les voir ou de ne pas les voir. Face à ce contexte-là, qui est un contexte généralisé, nos jeunes rêvent d'amour. Ils plébiscitent Roméo et Juliette. Ça peut paraître tout à fait étonnant ou désuet, mais ça manifeste que leurs aspirations profondes, quelle que soit leur histoire personnelle, quels que soient les modèles auxquels ils sont confrontés, modèles familiaux, entre autres, ils rêvent du grand amour. Est-ce que l'ensemble de nos propositions vont les laisser rêver à quelque chose d'inaccessible, ou est-ce qu'on va leur permettre de vivre ce grand amour, de vivre de ce grand amour? Premier point donc, la question des images, du sexe dans les images et de la violence de ces images. Deuxième point, le rapport au corps. Il en sera bien sûr question dans les ateliers, dans un des ateliers qui a été proposé et qui a même été dédoublé, donc une grande partie d'entre vous travaillera plus spécifiquement cette question. J'insisterai peut-être sur un point spécifique, c'est que le corps de l'adolescent est un corps qui lui est étranger. Tout simplement parce qu'il change et qu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'il voit spontanément. Donc il a tout un tas de démarches que vous connaissez, violentes ou non violentes, pour pouvoir mettre à l'intérieur de ce corps l'identité qu'il veut ou qu'il croit être la sienne.
Et face à cela, face à cette évolution ordinaire de l'individu, eh bien, il y a un rapport au corps comme bien de consommation. Le corps est idéalisé, le corps est transformé, le corps est amélioré, sans doute pour des questions tout à fait légitimes, mais aussi marchandisé, objet d'un marché de l'offre et de la demande, vendu, acheté, blessé, malmené, tué, torturé. Le corps est un objet, et cet objet doit pouvoir remplir une fonction, celle de la performance. Le corps est l'objet par lequel je dois être performant. Ça ne veut pas dire utile, ça veut dire avoir une rentabilité, une efficacité évaluable sur une échelle graduée et qui ne se vit qu'en termes de résultats positifs. Les héros des jeunes adolescents aujourd'hui, ce sont très majoritairement des sportifs. Pas uniquement parce qu'ils gagnent très bien leur argent. Aussi parce qu'il y a ce rapport à un corps sublimé, performant, qui est valorisé par l'ensemble des images et aussi des références qui sont les leurs. Donc, deuxième point, cette question du rapport au corps entre bien de consommation et performance, alors que le leur est en évolution, en changement, en métamorphose, et que ceci les trouble particulièrement. Troisième point, sur lequel je voudrais mettre une petite lumière, c'est cette question très présente dans la société, quasiment érigée en valeur, de la toute-puissance, ou, autrement dit, du tout de suite. Il n'y a pas de délai entre ce que je veux, il n'y a pas en tout cas à espérer un délai entre ce que je veux et le moment où je dois l'obtenir. Ceci est grandement facilité par une société de consommation qui s'est largement développée et qui a bénéficié d'une évolution exponentielle grâce au numérique et à tout ce que permet l'achat, par exemple, immédiat. Un dimanche soir, à 11h du soir, vous voulez une BD, vous prenez un ordinateur, une tablette, un smartphone, vous l'achetez, et 24 heures après, elle est dans votre boîte à lettres. Et 24 heures, ça vous semble long. Donc, tout est accessible tout de suite, que ce soit la question de la distance. On peut regarder depuis son ordinateur, grâce à une webcam, ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, tout de suite, devant l'Opéra de Sydney. Donc, on peut accéder à tout un tas de biens immédiatement. On veut parler à quelqu'un, quelle que soit l'heure et le moment, et les parents qui sont dans la salle le savent, la gestion des SMS, c'est compliqué. On envoie un SMS tout de suite au moment où ça me vient. Et le récepteur s'arrête immédiatement dans son activité pour recevoir ce message. Donc ce rapport au tout de suite, ça a un impact très fort, bien sûr, sur la question du rythme et du rapport au temps. Pour cela, je vous renvoie à l'excellent travail du sociologue Hartmut Rosa sur la question de l'accélération du temps, et un petit film très intéressant qui est sorti qui s'appelle « Tout s'accélère ». Voilà. Et puis dans ce rapport à la toute-puissance, je suis tout-puissant puisque je peux tout obtenir tout de suite et maintenant. Voilà. Il y a un autre élément, c'est cette absence de normes, ou autrement dit cette multiplicité de repères. Peut-être entendez-vous, il n'y a plus de repères. J'aurais tendance à dire avec d'autres, il y en a trop. Beaucoup, beaucoup trop. Donc ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus la fonction d'être des éléments à partir desquels on peut poser un chemin, on peut jalonner un chemin. Ils sont tous équivalents, très nombreux, concurrentiels, sans aucune capacité pour l'ensemble de nos contemporains, et particulièrement les jeunes, à les hiérarchiser ou à les valoriser. Voilà le contexte à très très gros traits, et bien entendu on pourrait détailler et puis rajouter tout un tas d'éléments, mais voilà le contexte dans lequel je nous propose de passer cette journée. Je viendrai maintenant rapidement, parce que j'ai bien conscience du déroulement du temps,
à quelques écueils ou quelques risques à éviter dans le domaine de l'éducation à l'amour, de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Premier écueil, ce que j'appelle la segmentation. C'est-à-dire que dans la succession de ces termes, vie affective, vie relationnelle, vie sexuelle, il n'y a pas une gradation qui correspondrait à des âges de l'évolution. Autrement dit, quand on est tout petit, on serait sur une éducation affective, puis grandissant un peu, entrant en socialisation, on aurait une éducation relationnelle, et puis plus grand, à l'âge de la puberté, parce que la question se poserait, alors il serait temps de poser une éducation sexuelle. Non, c'est un ensemble d'une seule et même éducation qui se vit à tous les âges de la vie. Ceux d'entre vous qui sont parents, et j'ai vu aussi des petits-enfants ici, même s'ils ont 3 ou 4 ans, il est tout à fait temps, et c'est d'ailleurs ce que font les parents, d'avoir une éducation sexuelle pour un petit garçon ou une petite fille de 4 ans. Évidemment qu'elle n'aura pas du tout le même contenu que ce qu'on pourra faire avec un petit garçon, une petite fille de 10 ans, avec un adolescent de 15 ans ou avec un jeune adulte. Mais pour autant, il naît sexué. Et cela impacte l'ensemble de son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Donc pas de segmentation, sinon on sépare les domaines. Cette séparation peut être tout à fait pertinente dans certains cas, mais surtout qu'elle n'aboutisse pas à la dissociation. Il n'y aurait pas une part de moi qui ne serait que sexuelle, et une part de moi qui ne serait que relationnelle. Ces domaines-là ne sont absolument pas étanches entre eux. Deuxième écueil, la médicalisation. C'est-à-dire qu'on survaloriserait déjà le dernier terme, l'éducation sexuelle, parce que c'est ça qui nous pose problème. Parce que c'est là où on a peur. Alors on va mettre nos efforts là, et on va traiter ces questions-là grâce à des gens compétents. Et qui sont les gens compétents? Ce sont les médecins. C'est vrai que les médecins sont tout à fait compétents sur leur domaine. Mais l'éducation n'est pas une question médicale, pas que, ni une question technique, pas que. L'éducation affective, relationnelle et sexuelle, ce n'est pas une question et uniquement une question de santé publique. C'est une question d'éducation à la vie. En médicalisant la question, on en fait un aspect pathologique de la vie. Parce que les médecins, enfin vous je ne sais pas, mais moi j'y vais quand je ne vais pas bien. Quand je vais bien, je ne vais pas vérifier avec mon médecin que je vais bien. Donc si on médicalise trop la question, on en fait un domaine à problème. Dans le même registre, il y a ce que j'appelle la limitation, c'est une limitation à la question sexuelle, mais aussi dans la question d'éducation sexuelle, à la question préventive. C'est-à-dire qu'on a énormément réduit le champ d'intervention de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. On arrive à la prévention des risques d'infections sexuellement transmissibles. Et donc si ça c'est le tout de l'éducation, alors on dit la relation à l'autre est un danger. Or nous expérimentons pour nous, nous croyons dans la foi et nous voulons transmettre et témoigner que la relation à l'autre est cadeau, et chance, et même condition de la vie au milieu de nos contemporains. Et signe de l'incarnation. Donc attention au risque de segmentation, médicalisation et limitation dans le sens de la prévention. L'éducation ne vise pas à se prémunir de la relation à l'autre. L'autre n'est pas d'abord un danger pour moi. Autre écueil à éviter, ce que j'ai appelé la question de la décharge, c'est-à-dire dans la collaboration avec des partenaires qui ont des compétences reconnues et avec lesquelles il est tout à fait bon de travailler, on aurait tendance, et on y reviendra peut-être parce qu'on se dit mal à l'aise avec la question, ou une partie de la question, non pas de déléguer ou de collaborer avec un tiers sur cette question, mais de s'en décharger. Ils savent faire, je vais donc le mettre ou la mettre devant des jeunes pendant 1 heure, devant une classe pendant 1 heure, et ce sera fait. On pourra passer à autre chose.
Là, on n'est plus dans l'éducation, on est dans la décharge complète d'une responsabilité qui n'est pas qu'éducative. Et j'en viens à mon dernier point, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle n'est pas un thème à honorer avec des jeunes, aussi important soit-il, mais ce n'est pas un thème parmi d'autres. Quand je dis les autres, je veux dire les thèmes qu'on aborde ordinairement dans l'accompagnement éducatif de jeunes, qu'ils soient pastoral ou catéchétique, ou même dans le cadre familial, l'avenir, l'argent, l'engagement, le rapport aux parents et à l'autorité. Voilà des thèmes qu'il est bon d'aborder avec eux de manière variée, avec des pédagogies multiples. Mais l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, ce n'est pas un thème. Mais ça irrigue l'ensemble de nos propositions. Aucun de ces thèmes que j'ai précités ne peut faire l'économie d'une réflexion sur comment ça engage ma relation à moi, ma relation aux autres, ma relation à Dieu, ma relation verticale et ma relation horizontale. Aucun. Donc ce n'est pas un thème. Voilà pour les quelques risques, il y en aurait bien d'autres, j'insiste particulièrement sur cela. Je terminerai par le fait que nous sommes dans le cadre d'une responsabilité partagée. Partagée parce que l'éducation des jeunes se vit dans des lieux variés. Le premier lieu dans lequel l'éducation se vit, c'est la famille, de l'importance et de la joie de travailler pour vous cette question avec les pastorales familiales de vos diocèses, mais aussi avec les parents qui sont présents là, et puis beaucoup d'entre vous qui sont éducateurs sont par ailleurs parents. Donc la question de la famille, la question des lieux de vie, les jeunes passent du temps dans leur famille, passent du temps à l'école, passent du temps entre pairs, et le groupe de pairs, le groupe de copains est un lieu extrêmement, pour eux, important et dans lequel se joue énormément de leur éducation, de l'importance d'y être présent, et puis tous les groupes auxquels ils participent, que ce soit une association sportive ou un groupe scout, une colo, un cours de musique, que sais-je. Tous ces lieux-là participent de ce qui va construire un adolescent. Et ils n'y participent pas de manière concurrentielle, ils y participent ensemble, dans une convergence vers un objet unique qui vise à édifier, à unifier l'individu qu'ils sont et qu'ils sont appelés à être. Et pour cela, il y a une piste intéressante qu'a grandement travaillé Jacques Carène. Je crois que vous avez reçu Jacques Carène, ou que vous allez le recevoir, c'est ça? Vous l'avez déjà reçu? Voilà. Il y a quelque temps, sur la question de l'autorité, il dit quelque chose d'intéressant. En régime de crise de l'autorité, c'est-à-dire aujourd'hui où, voilà, qu'est-ce qui fait autorité, qu'est-ce qui permet à des jeunes de grandir, c'est assez compliqué parce que il n'y a pas de, là pour le coup, de repères clairs. Trop de repères. Eh bien, il dit, la première chose est que l'ensemble des personnes qui ont en charge une partie de la responsabilité éducative soient en réseau les unes avec les autres. Ça veut dire que chacun renvoie à l'autorité de l'autre et non pas contredit l'autorité de l'autre. À l'école, tu as entendu que, mais moi je te dis, oublie ce que tu as entendu à l'école, je vais te dire ce que tu dois comprendre. Et quand à l'école on dit, à la maison on vous dit que, oui non mais ça va pas, on va vous dire ce qu'il faut savoir. Et entre eux, ils se disent la même chose. Et donc là, si on met en concurrence l'ensemble des lieux, ne croyez pas qu'ils choisiront le plus sympathique. Hein. Ils n'en choisiront aucun, et ils en créeront un tiers à partir de leur propre expérience, selon la règle qui veut que pour eux, j'ai expérimenté que c'est bon pour moi, c'est bon. Je n'ai pas expérimenté que c'est bon pour moi, je le mets de côté, on verra plus tard, quoi qu'on m'en dise. De l'importance pour l'ensemble des lieux qui partagent cette responsabilité de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir se connaître, de pouvoir réfléchir aux questions éducatives ensemble. C'est bien ce que vous allez faire aujourd'hui au cours de cette journée qui a été élaborée dans cette perspective. Vous allez avoir la chance d'entendre quelques minutes après moi Thomas Dansenberg sur questions fondamentales qui va nous nourrir pour cette matinée et puis rencontrer ensuite des intervenants dans l'après-midi. Tout ça non pas pour vous instruire et vous informer, mais pour vous outiller, vous,
pour être des acteurs de cette question. Chacun là où vous êtes. Parce que dans le contact que vous avez avec des adolescents, quelle que soit la raison de ce contact, parce que vous êtes des parents, parce que vous êtes des grands-parents, parce que vous êtes des enseignants, des éducateurs, des accompagnateurs, des chefs scouts, des pasteurs, quelle que soit la raison qui vous met en lien avec eux, vous êtes responsable de ce que vous vivrez avec eux et ça impactera leur manière de grandir et d'être en relation avec le monde. C'est une très très bonne nouvelle. Donc je vous laisse à cette journée et on se retrouve plus tard dans l'après-midi. Merci.